Bonjour Anne-Laure Sablé. Bonjour. Bonjour Yolande Boin. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Anne-Laure, tu es chargée de campagne agriculture pour l'ONG Les Amis de la Terre. Et toi, Yolande, tu es l'une des 150 tirées au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Alors justement, hier, mardi, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a dévoilé les premiers arbitrages du projet de loi issu de cette convention. Il y avait à la base 146 propositions qui devait permettre à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce qui a été dit par la ministre, par Yolande, toi, est-ce que tu trouves que depuis que vous avez remis les propositions, ça se passe de façon transparente avec les tirés au sort de la Convention citoyenne dans l'élaboration précisément du projet de loi? Parce que le président de la République avait dit qu'il donnerait les propositions sans filtre aux parlementaires ou bien qu'il les appliquerait directement. Est-ce que c'est le cas? Alors voilà, il y a deux choses entre la transparence et le sans filtre. Pour le sans filtre, c'est non de chez non, quoi. C'est-à-dire que effectivement, c'est absolument pas respecté dans la mesure où toutes les propositions qu'on a construites sont d'abord retoquées par dans les ministères, enfin, en tout cas par le ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture aussi. Tout est retoqué et n'arrive pas aux parlementaires tel quel, quoi. Et ça, de toute façon, ça a même commencé le lendemain de la rencontre avec Emmanuel Macron, dans les jardins de l'Élysée, puisqu'il avait posé, il était d'accord pour sur le moratoire pour la 5G, et le lendemain, c'était présenté à l'Assemblée nationale pour la mise aux enchères. Donc, ça a commencé, le contrat, déjà, il a été rompu le jour d'après. Et après, ben, en fait, au début, il avait 3 jokers. Enfin, il nous a posé 3 jokers dès le début. Et tout compte fait, ben, on en est à je ne sais combien de jokers, hein. Donc moi, quelqu'un qui a dans son jeu plus de jokers, déjà, c'est un tricheur pour moi, hein. Mais est-ce qu'à chaque étape, il vous explique pourquoi est-ce qu'il rajoute des jokers? Pourquoi est-ce que sur telle ou telle proposition, finalement, ils changent un peu leur fusil d'épaule? Oui, ben, je suis désolée. Non, non, t'inquiète. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je suis Non, désolée. t'inquiète, je couperai. Ouais. Je l'éteins. Voilà. Donc, est-ce qu'il vous explique pourquoi ils changent d'avis? Alors, oui, ça, on nous explique, mais bon, pour nous, ça tient pas. Ça ne tient pas. Les raisons ne tiennent pas, puisque pour nous, le contrat du sans filtre, il doit être respecté. Au point, c'est tout. Donc, ce sont les parlementaires qui devraient travailler les mesures, pas les ministres d'abord. Enfin, le boulot, il a été travaillé, il a été fait. On a été aidé par un comité logistique. Enfin, on a vraiment bossé. Et puis, c'est une globalité. Toutes les mesures, c'est une globalité. Vu l'objectif qu'on doit atteindre, baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre, si on désolidarise les mesures les unes des autres, mais finalement, on n'arrivera jamais au but. Jamais. Et Euh, puis, l'urgence, c'est comme si, pour nous, que des mesures soient écartées comme ça d'un revers de la main, tout compte fait, c'est comme si il y avait une volonté de montrer que de toute façon, l'écologie n'était pas la priorité, d'une part, et que finalement cet objectif, c'était juste pour faire bien dans un intitulé, mais voilà, la volonté, elle n'est pas là jusqu'au bout, quoi. on va revenir évidemment sur toutes les propositions de la Convention, mais d'abord quand même, Anne-Laure, un mot sur cette Convention citoyenne. C'est un concept inédit. Qu'est-ce que ça dit de la démocratie participative, ce qui se passe en ce moment, telle qu'elle avait été invoquée par le gouvernement lui-même au moment de la création de cette Convention? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont créé un objet politique qui finalement ne fonctionne pas, ou parce qu'il n'y a pas de volonté politique que ça fonctionne? Alors, certainement qu'il y a des choses à repenser aujourd'hui en termes de démocratie participative. Je pense que la crise des Gilets jaunes a bien montré aujourd'hui qu'il y avait des dysfonctionnements majeurs, certainement dans l'exercice de la démocratie en France. Et donc, on a Emmanuel Macron, effectivement, qui a répondu par la création d'une convention citoyenne par le climat, 150 personnes tirées au sort. Pour autant, comme l'a dit, je pense, Yolande un peu plus tôt, on a un cynisme qui est assez effrayant vis-à-vis du non-respect derrière de ce qui peut émerger de cet outil
soi-disant participative, démocratique, qui est censée redonner un nouveau souffle à la démocratie. On voit aujourd'hui que c'est clairement un échec et que le brio de la communication d'Emmanuel Macron n'a d'égal que son mépris finalement à la fois pour la Convention citoyenne, mais aussi pour les questions écologiques plus généralement. On voit bien que c'est un sujet sur lequel il est assez mal à l'aise finalement et sur lequel il manque vraiment d'écouter la voix de la science, la voix des citoyens. Et puis, je dirais aussi une deuxième chose qui nous pose énormément de questions, c'est le fait de vouloir instaurer un nouvel outil démocratique et dans le même temps d'avoir une dérive autoritaire qui vise à restreindre à la fois les libertés individuelles et collectives. Et ça, enfin, j'ai envie de dire, demander l'avis de 150 personnes, ça ne donne pas le droit d'éborgner 150 personnes. Et en fait, on a quand même le sentiment aujourd'hui d'avoir une mise en avant d'un outil qui devrait être démocratique et en même temps, on va réprimer les gens dans la rue, on va mettre en place des lois de plus en plus sécuritaires. Et ça, je pense que c'est vraiment très inquiétant et c'est ce qui nous amène à ne pas soutenir aujourd'hui les résultats de cette initiative par le pouvoir en place. Et évidemment que le travail qui a été mené par les 150 citoyens et citoyennes est extrêmement intéressant et qu'il y a des choses à réfléchir sur les outils démocratiques. Mais clairement, cette initiative-là, elle est malheureusement un échec sous la Macronie. Alors, juste avant de revenir sur les propositions, il y a un truc intéressant, c'est qu'une partie des participants de la Convention citoyenne pour le climat ont décidé de boycotter du coup les rencontres avec le gouvernement. Et d'un autre côté, vous aussi, les Amis de la Terre, vous aviez déjà boycotté des réunions, notamment la réunion de rentrée du Conseil national de la transition écologique en septembre dernier. Est-ce que l'une comme l'autre, est-ce que vous avez peur en fait de servir juste d'alibi pour le gouvernement dans sa stratégie de communication? Je veux bien commencer à répondre. Vas-y. Moi, je suis convaincu qu'on sert d'alibi. Ça, j'en suis convaincu. Après, le boycott, moi, je n'ai pas participé au boycott, même si je le soutiens finalement. Je n'ai pas participé pour la bonne et simple raison que j'avais encore jamais participé à des réunions entre les ministères et les ministres et les députés, parce que je ne vis pas en région parisienne. C'était difficile pour moi voilà, professionnellement aussi d'être là-bas à ces moments-là. Et, mais j'entendais bien entendu tous les citoyens qui y participaient, qui revenaient, qui étaient déçus, même, enfin, certains, même s'ils étaient remplis de bonne volonté et qu'ils avaient envie d'y croire. Hein, beaucoup, ceux qui ont participé en général étaient ceux qui y croyaient le plus, enfin, qui donnaient le plus de crédit à Macron, je dirais presque. Et, mais qui étaient déçus parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur posait des questions sur la présentation des mesures, mais que tout compte fait, ils n'entraient pas dans le débat. Et ces réunions-là, moi, même si je n'y ai pas participé, très vite, quand j'ai vu ce qui se passait, déjà, les citoyens étaient convoqués, il n'y avait pas d'ordre du jour, il n'y avait rien. C'est-à-dire que ce n'était pas des réunions de travail, c'était des réunions, la presse attendait à la fin de la réunion, et voilà, c'était un gros coup de com' pour le ministère, enfin pour le gouvernement, pardon, pour le gouvernement. Voilà, le gouvernement travaille avec les citoyens. Voilà, encore une rencontre des citoyens de la Convention. Et c'est un gros coup de com'. Et en fait, on a servi à ça, à faire de la communication à la fois sur le gouvernement Macron est écolo et le gouvernement Macron est démocrate. Et même, il va beaucoup plus loin que les autres, quoi. Là, il fait de la participation citoyenne. Bon, moi, j'ai toujours été dubitative hein, sur ce sujet-là. J'étais très contente d'y participer parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps, que ce soit l'écologie ou la démocratie. Je suis une militante dans ma vie quotidienne depuis longtemps. Moi, j'ai pas pris une claque dans la figure quand je suis arrivée. Hein. L'urgence climatique, je savais ce que c'était. Je me bats sur ma commune là-dessus. Je suis élue municipale. Bon. Mais il y a plein de gens qui découvraient ça et qui ont donné, mais qui étaient super contents, quoi. Hein, qu'on les entende et puis une fois qu'on leur demandait la parole, qu'on leur demandait qu'on les écoutait, quoi. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont petit à petit été très très déçus, mais qui s'accrochaient, et je crois que là, on est dans l'apothéose en ce moment-là. Les 2 jours qu'on vient de passer, je pense que beaucoup sont redescendus de leur, enfin, disons que leur crédulité, elle a pris un coup, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas forcément de la crédulité, c'était le besoin d'y croire parce que quand on fait un gros boulot comme ça, on a bossé dessus pendant 9 mois, mais après, il y a aussi les 4-5 mois là, qui viennent de passer depuis le rendu des travaux.
il y a un boulot qui continue, ça prend énormément sur nos vies personnelles. Donc, c'est normal qu'on ait envie d'y croire. Mais bon, moi, j'ai pas tellement de surprises. Voilà. Alors, toi, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais plus trop d'espoir finalement dans la fibre écologiste d'Emmanuel Macron ou du gouvernement. Est-ce que tu penses pour autant qu'il faut arrêter du coup de discuter avec eux? Puisque vous, quand ils vous reçoivent, c'est souvent pour dire, bon, ben voilà, on a reçu les Amis de la Terre, et puis voilà, et après, ne rien faire de la réunion qu'ils ont eue avec vous. Alors moi, je crois vraiment que la Convention citoyenne, elle a été prise au piège, en fait, une fois les travaux terminés. C'est-à-dire que on était sur un processus qui était relativement transparent et public. L'ensemble des travaux qui ont été menés par la Convention citoyenne étaient filmés, étaient accessibles au public, étaient accessibles aux journalistes, étaient accessibles aux associations, bref, à tout le monde. Donc on a eu quand même un processus plutôt transparent, plutôt démocratique. Et une fois que les propositions ont été remises au président, que le président s'est engagé, si les propositions étaient assez claires, à les remettre soit au Parlement, soit à référendum, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces propositions-là, elles sont arrivées sur les tables des ministres pour faire du bidouillage pendant des mois, et là, re-rentrer dans un système beaucoup plus opaque et informel, avec des réunions qui n'étaient pas claires, qui n'avaient pas d'ordre du jour, qui n'étaient pas publiques, qui n'étaient pas rendues publiques, filmées, etc. Et là, je pense qu'il y a un piège qui s'est refermé sur les 150 et qui a été très bien manié par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Et on a vu d'ailleurs des documents préparatoires qui étaient parfois quand même qui n'avaient ni queue ni tête. Et dans le même temps, on savait que dans les ministères, il y avait des notes très précises qui étaient écrites et qui n'étaient absolument pas transmises aux 150 pour leur expliquer, par exemple, comment évoluaient certaines mesures. Et ça, je pense que c'est assez terrible, effectivement, en termes de respect du travail des 150 et en termes de transparence et de confiance aussi que doivent avoir les citoyens vis-à-vis de leur gouvernement. Donc, effectivement, on a décidé, par exemple, de boycotter certaines réunions parce que les conditions de la concertation n'étaient pas acceptables. Et à notre sens, c'était réellement se jeter dans la gueule du loup que d'aller dans des espaces aussi opaques. Et effectivement, nous, quand on rencontre le gouvernement, on s'assure aussi d'un certain pouvoir de fin, d'un certain rapport de force. Et je pense que c'est très important aussi. Et c'est pour ça, finalement, que nos associations, elles existent depuis une cinquantaine d'années, par exemple pour les Amis de la Terre. C'est que derrière, il y a toute une expertise de ces processus politiques, parfois très opaques, et qui fait qu'on peut avoir une lecture un peu stratégique de ce qui est en place, parce que finalement, on est dans un système qui est très technocrate, qui tourne beaucoup autour de l'expertise, etc. Et donc oui, c'est très difficile. Et donc c'était aussi très difficile pour nous de boycotter parce qu'il y avait quand même aussi la volonté de respecter le travail des 150 et de pouvoir apporter parfois des éclairages sur certains sujets. Mais effectivement, parfois on a fait des choix de boycotter, et puis parfois on essaie quand même aussi de prendre part au débat pour expliquer en quoi, selon nous, c'est effectivement une mascarade de la part du gouvernement. Quand on regarde justement les arbitrages de Barbara Pompili, on s'aperçoit que beaucoup de choses, beaucoup des propositions ont été vidées de leur substance. Par exemple, si on prend la question des transports, la Convention proposait d'interdire les trajets en avion à partir de 4 heures, alors que le gouvernement veut, lui, interdire les vols domestiques s'il y a une alternative possible en train à moins de 2h30. Si on prend l'exemple de l'alimentation, ce sera pour le gouvernement finalement une expérimentation d'une alternative végétarienne dans les cantines scolaires, quand la Convention proposait, elle, de demander un choix végétarien dans la restauration collective. C'est quoi la conclusion? Vous diriez que tout a été vidé de sa substance, que rien n'est repris in extenso des propositions de la Convention? Alors, non, pas tout. Enfin, si je me permets, non, pas tout. Et il y a des mesures quand même qui ont été considérées, qui ont obtenu un peu plus de considération. Mais dans l'ensemble, oui, c'est retoqué, remanié, détricoté. Et même, je vois les réunions de travail, là, enfin, les réunions de travail, les réunions de présentation qu'on a eues là, ces 2 derniers jours, moi, je trouve que c'est hallucinant. Parce que, par exemple, quand on parle d'agroécologie, le ministre de Normandie nous fait comprendre que l'agroécologie, lui, il n'entend pas. Hein, ça, c'est pas défini, c'est pas. Or, on trouve ça sur les sites ministériels. Ce mot-là, il y figure. Donc, je sais pas, il va falloir redéfinir ce que c'est que l'agroécologie pour que ça rentre vraiment dans la politique gouvernementale. Mais il y a plein de choses comme ça où voilà, on a parlé des menus végétariens. Bon, les menus végétariens, ils étaient là uniquement pour appuyer aussi appuyer quelque chose. C'est-à-dire que c'était pas c'était la raison principale, c'était de développer les protéagineux, en fait.
mais c'était pas, enfin, ça a été mal reçu, mal compris, et après mal réinterprété. Enfin bon, voilà. Donc il y a des choses qui vont pas. Mais si vous me permettez, là, je voulais revenir sur, faire une petite nuance ayant vécu, enfin, avec Anne-Laure, ayant vécu la Convention citoyenne de l'intérieur. Je trouve que d'emblée, moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, la démocratie directe, je dirais. Et là, on a vécu, nous, de la démocratie participative, que, qui était plutôt appelée délibérative d'ailleurs que participative dans l'enceinte de la Convention, hein. C'est-à-dire que les deux cabinets qui géraient les débats, les deux missions publiques et Respublica, c'était plutôt le terme qu'ils utilisaient, hein, démocratie délibérative. Et en fait, la démocratie délibérative, c'est oui, on bosse, on délibère, on étudie, on délibère, on débat, on délibère, mais on décide de rien. Donc tout compte fait, enfin, moi, de toute façon, pour moi, le message de Macron, dès le début, sans filtre, bon, il ne le respecte pas, certes, mais sans filtre, c'était clair qu'on ne pourrait pas imposer. Et beaucoup de citoyens ont été bernés, c'est-à-dire que beaucoup de citoyens pensaient que tout allait arriver comme ça, paf, au Parlement. Mais moi, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru. Et la démocratie à l'intérieur de la Convention, par exemple, on nous a demandé de réfléchir dès le début aux thèmes qu'on nous proposait, les 5 thèmes qu'on nous proposait. Et on a été quelques-uns d'emblée à dire, mais là-dedans, il n'y a pas les énergies. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un groupe de travail sur les énergies? On nous a dit, non, 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 c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Moi, dans le groupe Se Nourrir, on a tout de suite été quelques-uns aussi, très peu, 2 ou 3, à dire qu'il fallait tout de suite parler du CETA pour poser un moratoire, renégocier. On a bataillé pour que ça figure dans nos mesures. Bataillé. C'est-à-dire qu'à un moment, on a décidé, c'est comme ça, on ne travaille plus. Et là, bon, on a été. Donc, il a fallu se battre sur des trucs aussi. C'est pas si démocrate que ça, hein, moi, je trouve. Anne-Laure, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup à redire aussi en termes de toute façon de modalités de mise en place de cet outil. Effectivement, c'est. Mais bon, je laisse, entre guillemets, j'ai envie de dire, je laisse le bénéfice du doute dans le fait que c'était une expérimentation assez nouvelle et donc c'est normal quelque part qu'on ait peut-être ces problématiques-là. Mais oui, c'est clair qu'on a quand même des questions autour de. Tout à l'heure, tu disais, oui, c'est parce qu'au bout d'un moment, dans les cabinets ministériels, dans les administrations, c'est les technocrates qui ont repris le pouvoir et qui faisaient des notes, etc. Est-ce que tu penses, Anne-Laure, mais d'ailleurs Yolande aussi, est-ce que vous pensez toutes les deux que c'est les administrations en fait qui font preuve de trop de conservatisme par rapport à la radicalité des propositions de la Convention citoyenne, ou est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est les lobbies tout d'un coup qui arrivent et genre qui disent ah non non non, on fait le lobby, je sais pas, du carburant ou des avions, qui dit ah non non non, on peut pas faire passer ce truc sur la fiscalité sur les engrais chimiques par exemple. On imagine que c'est les producteurs d'engrais chimiques qui disent ah non non non, ils peuvent pas faire passer ça. Ou est-ce que c'est juste parce que c'était quand même assez radical les propositions. C'était heureux qu'elles soient aussi radicales, mais c'était quand même assez radical les propositions de la Convention citoyenne. Donc on peut aussi imaginer que dans leur tête de conservateurs, ce soit oulala, on va changer trop de choses à la fois, on ne peut pas changer de monde comme ça du jour au lendemain. Moi, je reviendrai vraiment sur le côté radicalité. Attention, on a demandé à la Convention citoyenne pour le climat d'atteindre un objectif de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est même pas ce qu'il faudrait aujourd'hui pour être en ligne avec l'accord de Paris. On va fêter les 5 ans de l'accord de Paris à la fin de la semaine et c'est vraiment à minima. Donc, on ne peut pas parler d'une espèce de radicalité comme ça qui ferait peur à tout le monde quand on est déjà en deçà d'un monde quasi non vivable pour en tout cas un certain nombre de personnes vulnérables notamment. Donc, je trouve que c'est réellement nivelé par le bas que de prendre cette approche-là avec le travail qui a été proposé. Et effectivement, sur la question, par exemple, de la fiscalité sur les engrais chimiques, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a quand même une Convention citoyenne qui a effectivement eu toujours à cœur quand même de se poser les questions avec la question de la transition juste et de la justice sociale. Et en fait,
Par exemple, là, le ministre de l'Agriculture va dire on ne va pas rajouter ça sur la tête des agriculteurs, de remettre une taxe en plus, etc. Non, en fait, on a quand même… Oui, on a des citoyens qui proposent en fait une redevance qui va venir générer de l'argent, mais pour financer derrière des alternatives. Et l'agriculture biologique, par exemple, en est une. Et on a Emmanuel Macron qui a fait la promesse d'avoir 15% des terres agricoles françaises en agriculture biologique d'ici la fin de son quinquennat, d'ici 2022. On est encore loin du compte, on est à 8,5%. Et du coup, le ministère ne réfléchit absolument pas, ne donne pas une réponse aux 150 quand il dit cette taxe, on verra en 2024. Alors ça, je trouve c'est d'un cynisme total. En 2024, le quinquennat sera terminé. En 2024, on aura des nouveaux objectifs climat. En 2024, honnêtement, c'est juste renier complètement l'urgence climatique. Et ça, je trouve ça absolument insupportable, en fait, de venir balayer d'un revers de main des mesures qui ne sont même pas, en fait, aujourd'hui en phase avec l'accord de Paris, qui sont à minima. Donc, honnêtement, non, moi, je trouve ça assez insupportable comme raisonnement. Quand la Convention avait présenté ses travaux et présenté ses propositions, je me souviens à l'époque des mouvements politiques, des partis politiques avaient dit tout le bien qu'elle pensait de ces propositions. Certains, chez les écologistes, mais je crois aussi une partie de la gauche, avaient dit nous, on les reprend quasiment toutes dans nos propositions. Ils disaient même que certaines des propositions existaient déjà dans leur programme. Qu'est-ce que vous attendez justement aujourd'hui du Parlement, puisqu'il y a un projet de loi qui va être présenté devant les parlementaires? Est-ce que vous espérez que les parlementaires corrigent la copie du gouvernement, réintroduisent des propositions qui auront été enlevées de ce projet de loi? Vous allez faire pression justement sur les parlementaires pour corriger ce projet de loi? C'est à moi, on va essayer de faire pression, mais enfin, faire pression, je trouve que le problème, c'est que depuis la convention, depuis le début de la convention, là, dans les 9 mois qui se sont passés, où on a travaillé, dans les couloirs, dans les coursives du Palais d'Iéna, il y avait quelques parlementaires qui venaient assister au débat, etc., et qui nous recueillaient après à la sortie pour nous parler. Mais c'était beaucoup des députés macronistes, beaucoup. J'ai pas vu beaucoup la gauche, hein. J'en ai vu un petit peu, mais ils n'étaient pas nombreux, franchement. LR, absent, évidemment, bon, enfin bref. Donc, en fait, j'ai un peu peur, moi. Déjà, si effectivement nos mesures avaient été proposées sans filtre par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement apporte dans l'Assemblée nationale les questions sans filtre. Et bien là, ils travaillent, ils débattent, et vraiment, ils bossent dessus, quoi. Ils bossent. C'est vrai que moi, quand on a présenté nos mesures, moi j'ai dit, mais maintenant c'est à vous de faire le job, quoi. On a fait la moitié du boulot, maintenant faites votre job à vous, quoi. Mais là, c'est déjà détricoté, et ça va être remanié par eux et réamendé. Et ça va ressembler à rien. Mais on pourrait imaginer. On pourrait imaginer que les parlementaires, députés comme sénateurs, au lieu d'attendre un projet de loi qui vient du gouvernement, fassent des propositions de loi qui émanent d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un député, par exemple, tu disais que vous avez été approché par des députés de la majorité, et ben, au bout d'un moment, il y a un groupe de LREM qui dit « Ok, très bien, le gouvernement ne fait pas le job, le président a l'air de mettre des jokers partout, ben nous, on va les écrire, puisqu'on a pris, en fait, en étant dans la majorité, ils ont pris aussi cet engagement. » Est-ce que tu imagines que c'est possible ou pas du tout? J'ai un petit peu du mal à y croire, franchement. Vraiment du mal à y croire. Et c'est là où Je on vois bien voit ce qui se passe sur les nicotinoïdes, enfin bon, tout ce qui se passe, tout ce qui touche à l'écologie, tout ce qui touche aux libertés, comme le disait aussi tout à l'heure. Non, quand je vois tout ce qui se passe, pour moi, de toute façon, c'est clair, je l'ai déclaré déjà ici hier, ailleurs dans la presse, mais c'est évident que le néolibéralisme, il ne fait pas bon ménage avec l'écologie. Ça me semble tellement évident. Et puis les lobbies, je voudrais revenir sur les lobbies. Des lobbies, nous on en a eu plein pendant les 9 mois, qui sont venus faire des conférences. Je les ai dénoncés sur place. On me disait, mais non, ce ne sont pas des lobbies. Et les citoyens avaient envie de les écouter. Ils avaient la tribune là. Et qui est-ce qui a invité ces lobbies? Qui est-ce qui a invité ces représentants de groupes d'intérêt? La gouvernance de la Convention. Donc, mission publique Alors on nous a dit, pardon? Mission publique et Res Publica, c'est ça? Non, la gouvernance. La mission publique, ce sont les 2 cabinets qui ont géré les débats. Ils étaient embauchés, ils avaient un contrat avec la Convention. Mais là, c'est la gouvernance, c'est-à-dire il y a des gens qui appartiennent au CESE, il y a des gens, il y a
une représentante du MEDEF, enfin bon, voilà. Et pardon. Donc c'est eux qui ont choisi, bon, avec sûrement des gens, peut-être avec des techniciens aussi, mais et alors on nous a dit quand même qu'on avait la possibilité de proposer. Déjà le premier week-end, on nous a dit: «Qui vous imaginez rencontrer, pour vous apporter des infos sur les sujets dans les groupes dans lesquels vous êtes». Mais les citoyens, là, ils arrivaient comme des bleus à 150, Hmm. il y en avait plein pour qui le sujet, c'était même pas, moi je me souviens dans le groupe Se Nourrir, il y a des gens qui ont dit: «Bah, ça serait bien qu'on rencontre une nutritionniste». Ah oui, Mm. qu'on rencontre Nestlé. Bah oui, lobby. Moi, j'intervenais, je me disais non, un lobby. Ah ben la FNSEA. Je dis ok, la FNSEA, mais si on rencontre la Confédération paysanne en même temps, et si on a un débat contradictoire, Mm. on n'a jamais obtenu aucun débat contradictoire. La FNSEA, elle est venue, elle nous a servi sa soupe, et la La conf Confédé, paysanne. ils ont réussi à venir dans un speed dating où les gens choisissaient d'aller les voir pour un cadre. On les a pas eus en hémicycle, quoi. Mm. Voilà. Négawatt, il y a que quelques personnes qui les ont rencontrés, les gens de se déplacer. Personne ne les a rencontrés sinon. Voilà. Hmm. Il y a plein de choses. On a demandé à ce moi j'ai demandé à ce qu'Attac vienne nous parler du CETA. Mais Ouais. j'ai jamais obtenu gain de cause. Jamais, Mm. jamais. Anne-Laure, toi, sur la possibilité des députés et des sénateurs de s'approprier finalement les propositions de cette convention citoyenne sans forcément passer par le gouvernement, tu penses que c'est envisageable? Bah, en tout cas, c'était tout l'objectif avec ce sans filtre, c'était bien d'arriver à une transmission directe de ces propositions, en tout cas celles qui étaient déjà clairement établies avec une formulation euh, juridique claire. Euh, Pourquoi est-ce qu'en fait c'était important que ça passe directement au Parlement? C'est parce qu'on sait qu'on a une majorité de la République en marche qui, est, qui a un fonctionnement très mouton avec son gouvernement. Et donc on a un gouvernement qui a énormément la main sur les votes de sa majorité. Et on a une majorité qui souvent, enfin même dans 99% des cas, hein, c'est peut-être pas un chiffre exact, mais en fait suit l'avis du gouvernement. Donc en fait, c'était important que le Parlement puisse discuter directement de ces propositions sans avoir justement ce que j'appellerais ce trifouillage en fait des ministères notamment. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ça va être un projet de loi avec déjà des arbitrages, des mois et des mois d'arbitrage entre les ministères, avec certainement énormément de rencontres avec les lobbies en amont, etc., qui va être transmis à une majorité, qui sera quoi à un an en fait d'une échéance électorale, c'est-à-dire qu'il y aura la volonté d'être réélu derrière certainement en 2022 pour un certain nombre de parlementaires, et donc qui ne vont pas forcément oser se couper de leur majorité. On l'a vu en fait sur les grands sujets qui ont pu cliver un tout petit peu la République en marche, ça a été le CETA, ça a été des questions toujours agricoles. On s'aperçoit de toute façon que tout ce qui a un sujet avec l'agriculture qui peut être assez potentiellement explosif parce que ça reste des questions où il peut y avoir des formes de scission hein, dans le groupe de la République en marche, donc le CETA, les néonicotinoïdes aussi, on a vu que quand même ça crée aussi de la tension. Et en fait, ça reste quand même assez anecdotique. Pour l'instant, ça reste des abstentions, quelques votes contre, mais on n'est pas non plus à un mouvement où les parlementaires qui expriment pourtant leur désaccord de façon plus officieuse vont rarement en fait, aller à l'encontre de leur gouvernement. Donc en fait, malheureusement, ce projet de loi, il va arriver quand dans l'hémicycle? Il va arriver entre mars et juin à peu près. Et donc, ça va être le début de la campagne présidentielle, puis de la campagne législative. Donc malheureusement, on a peur effectivement que ce ne soit pas un projet de loi qui permette de rehausser l'ambition de ce qui va être proposé en gros. Et c'est pour ça qu'on veut que le projet de loi à la base soit le plus ambitieux possible, soit le plus respectueux possible des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Et je tiens à dire que depuis le début de la semaine, tout le monde commente cette loi Convention citoyenne pour le climat, alors que personne n'a le document du projet de loi puisqu'il n'a toujours pas été transmis et qui reste dans les couloirs. Et ça, je trouve ça réellement des façons qui n'existaient pas avant ce quinquennat, hein, des façons de faire qui sont quand même très problématiques en termes de concertation, de consultation des parties prenantes, du respect des corps intermédiaires et puis du respect tout simplement de la Convention citoyenne. Et ça, c'est assez atterrant. Alors, on a une dernière question pour toutes les deux, Anne-Laure et Yolande, même si sans doute l'histoire conclura que cette convention citoyenne, alors peut-être pas de tous trouveront que ça aura eu un intérêt important, mais c'est vrai que beaucoup ont tendance à dire que ça ressemble beaucoup à une opération de communication pour cette majorité. Et ça n'en reste pas moins une expérimentation intéressante de démocratie participative directe. Est-ce que vous diriez que cette initiative, cet outil qui est la Convention,
a vocation à continuer d'exister sur d'autres sujets, devrait continuer d'exister sur d'autres sujets, ou d'ores et déjà, on peut dire que comme on est dans un système très pyramidal, ça ne pourra pas marcher? Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, parce que je trouve que c'est intéressant en soi, la Convention citoyenne. Moi, je suis convaincue que n'importe quel citoyen, à partir du moment où il est informé, il est capable de réfléchir sur plein de sujets et d'être sûrement d'aller plus fort et plus loin que des politiques. Parce qu'il n'est pas, même si je dis qu'on a été influencé par des lobbies, c'est clair, mais il n'est pas influencé de la même façon par les lobbies. C'est-à-dire, il n'a pas de conflit d'intérêt, il n'a pas, voilà. Parce que je suis désolée, mais dans les politiques, il y en a des conflits d'intérêt. Mais donc, je pense que ça, cette force-là, elle est intéressante. Après, ce qui a manqué beaucoup à cette convention citoyenne, par exemple, c'est de prendre en considération les acteurs militants ou, je ne sais pas, bénévoles, toutes les ONG qui existent et qui travaillent sur les sujets. Moi, je trouve ça fou. On est devenus, nous, 150 citoyens qui sont arrivés comme des bleus. On est devenus en 9 mois les interlocuteurs privilégiés de l'État, enfin, du gouvernement sur le sujet. Enfin, c'est ce que toute la France pense. Aujourd'hui, on ne parle plus des ONGE. Je trouve ça hallucinant, quoi. Et moi, j'aurais souhaité une convention, justement, où toutes ces ONGE soient présentes. Parce que le travail, il aurait été complètement différent. Je veux bien recevoir des lobbies et tout ça, mais on aurait eu des ONGE qui auraient amené aussi un débat contradictoire. Et c'est ça qui manque. Et moi, je suis convaincue que ça peut marcher, des conventions citoyennes, même au niveau local, régional, etc., à condition que tous ces acteurs-là soient présents aussi dans le débat. C'est super important. Pas que les citoyens. Bah, c'est vrai qu'on a vu du coup que cette expérience avait été répliquée à différentes échelles. Je pense par exemple à Grenoble, qu'on a mis une en place sur la gestion de la crise sanitaire du Covid. Donc je pense que ça reste effectivement des outils à expérimenter. Ça peut être intéressant à condition que ce ne soit pas vicié dès le départ, tel que ça a pu l'être aujourd'hui sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça, je pense que ça restera un principe de base à respecter. Et puis, encore une fois, très inquiète que ça serve de faire valoir pour détricoter d'autres droits et libertés fondamentales d'autres droits et libertés fondamentaux de notre démocratie. Merci beaucoup à toutes les deux.